Alors, le 19 août dernier, le journaliste américain James Foley a été assassiné par le groupe djihadiste État islamique après 2 ans ou presque 2 ans de captivité. Il suit ensuite l'Américain Steven Sotloff. Des assassinats publics qui ont suscité l'émoi, mais aussi l'effroi et viennent remettre en cause un métier fondamentalement dangereux, le journalisme en zone de guerre. Un métier qui est aussi précaire, souvent mal payé, dans un contexte de crise des médias. Bref, est-ce que tout cela fait du journalisme en zone de guerre une espèce en voie de disparition? J'en discute aujourd'hui avec Alain Saunier, qui est notre producteur délégué à Planète Terre et qui est professeur invité au DESS en journalisme à l'Université de Montréal et qui a été directeur général de l'information à Radio-Canada de 2006 à 2012. Alain, bonjour, bienvenue de ce côté-ci de la caméra. Merci. Et Jocelyn Coulon, qui est directeur du réseau de recherche sur les opérations de paix à l'Université de Montréal et qui a longtemps couvert les questions internationales et militaires comme journaliste au Devoir. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Donc, je commence avec vous, Jocelyn. Vous connaissez bien les conflits, vous suivez les conflits depuis longtemps à travers le monde. Est-ce que ces conflits-là, est-ce que leur évolution ont rendu le métier de journaliste en zone de guerre encore plus périlleux qu'avant? Oui, les conflits d'aujourd'hui ont rendu le journalisme en zone de conflit plus périlleux parce qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, les journalistes étaient déployés sur des théâtres d'opération avec des acteurs ou des belligérants reconnus par la communauté internationale. Et donc, ils joignaient le côté américain ou le côté vietnamien, si on prend cet exemple-là. Et ils étaient bien traités par les deux côtés, soit parce qu'on voulait les utiliser à titre de propagande, soit parce qu'on voulait transmettre de l'information. Or, aujourd'hui, le journaliste évolue dans un monde éclaté où il y a des groupes qui naissent, qu'on ne connaît parfois pas, qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale, mais qui cherchent la reconnaissance internationale. Et la meilleure façon de chercher cette reconnaissance, c'est de kidnapper un humanitaire, un diplomate ou même un journaliste, et puis de l'exhiber devant l'opinion publique internationale en espérant que cela va faire pression sur des acteurs plus importants qui peuvent avoir une influence sur le conflit. Ça peut aller évidemment jusqu'à l'exécution publique en direct sur Internet. Donc on voit que pour les journalistes en zone de guerre, c'est devenu plus dangereux. Et quand on parle des groupes, les groupes dont vous parlez, on pense à des bandes armées, on pense à des groupes terroristes en Syrie, en République centrafricaine, en Somalie, ce genre d'endroits-là. Voilà, tous ces groupes rebelles, terroristes qui naissent au cours d'un conflit ou qui le déclenchent par leur seule présence, par leurs seules actions, mais qui cherchent la reconnaissance internationale. En ne respectant pas les règles internationales à l'égard des journalistes, à l'égard des rules of engagement, comme on dit en anglais. Ces journalistes n'ont jamais signé de convention. Contrairement aux États, lorsque les États entrent en conflit, ils respectent un certain nombre de traités et de conventions parce qu'ils sont redevables devant la communauté internationale. Oui. Marie-Ève Bédard, correspondante de Radio-Canada au Moyen-Orient, basée à Beyrouth, disait dans Le Devoir, justement, le plus difficile aujourd'hui, je la cite, c'est de ne plus vraiment savoir à qui on peut faire entièrement confiance, qui pourrait peut-être nous trahir. Donc, une perte de repère là, pour les journalistes. Alain, ce contexte-là, plus périlleux sur les zones de combat, les zones de guerre, qu'est-ce que ça a comme impact du point de vue logistique pour les grands médias? Est-ce que ça rend la chose plus complexe, plus compliquée, plus coûteuse aussi? Bien, d'abord, soyons plus précis. Moi, je dirais que dans le cas de la Syrie, c'est un cas unique. Oui. Il y a aussi les régions autour de ce conflit-là armé. Mais ce que ça a changé, puis je fais référence à ce que disait Jocelyn tantôt, il y a 20 ans, 30 ans, les journalistes jouissaient d'une certaine forme d'immunité. Voilà. Parce qu'ils étaient un peu comme les arbitres au-dessus de la mêlée pour pouvoir dire que telle chose est vraie ou telle chose n'est pas vraie, etc. Donc, là, on parle vraiment d'une situation qui est totalement différente aujourd'hui. Alors, ce que ça a changé, c'est que de plus en plus, les journalistes sont formés. Par exemple, une organisation comme AKE, c'est une organisation formée d'anciens soldats britanniques qui donne une formation de base aux journalistes. Ça coûte très cher, d'ailleurs. Et ce n'est pas tous les médias qui font en sorte que les journalistes vont suivre cette formation-là. Oui. Par ailleurs, c'est du cas par cas aussi. Moi, j'ai échangé avec quelques journalistes pour l'entrevue d'aujourd'hui. Et puis, ce qu'on nous dit à l'heure actuelle, c'est que la Syrie est vraiment un cas très particulier. Il n'existe plus aucune région sécuritaire, entre guillemets, pour un journaliste. Donc, de plus en plus, on va se retirer de la Syrie. L'AFP a annoncé
la semaine dernière ou il y a 2 semaines qu'elle retirait tous ses journalistes et que même elle ne ferait pas appel à des freelances, à des journalistes pigistes sur le terrain parce qu'ils n'achèteraient même pas leur reportage parce qu'ils ne veulent pas encourager ce genre de situation-là. Ça, c'est aussi assez unique. Ça fait... Moi, en tout cas, je n'avais pas vu ça avant ça. Oui, on reviendra sur la question des pigistes qui se pose véritablement là, un peu plus tard. Mais est-ce que tout ça ne donne pas un contexte aussi, enfin, est-ce que ça ne plonge pas les médias, les grands médias, qui ont l'habitude de déployer des journalistes dans ces zones-là dangereuses, est-ce que ça ne développe pas une certaine aversion du danger, une certaine aversion du risque, finalement? Bien, ça veut dire que le risque... il vient de nulle part et de partout à la fois. Oui. Et c'est ça qui est probablement différent dans la situation qu'on vit dans le cas de la Syrie, précisément. Mais le risque, c'est aussi parce que le journaliste, puis les échanges que j'avais avec quelques journalistes au cours du week-end, maintenant se pose la question. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Et c'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est de semer la terreur, c'est d'influencer la population par des gestes de terreur. Oui. Or, là, la terreur a touché directement les journalistes. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un effet qui va avoir un impact immense sur la production journalistique au cours des prochains mois. Oui. Donc, finalement, vous reliez à ce que Jocelyn disait tout à l'heure. C'est véritablement une zone plus dangereuse. C'est pas juste une aversion pour le risque, c'est un risque qui est vraiment plus grand qu'avant. Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous avez touché à la question des pigistes, Alain, et il y avait un article qui a fait sensation en 2013, été 2013, un témoignage de la pigiste italienne Francesca Borri qui donnait des exemples, qui montrait comment ça se passait sur le terrain, vraiment des demandes de la part des médias déraisonnables, à des prix dérisoires. Donc, finalement, les grands médias se départaient, se défaisaient de leurs responsabilités à l'égard des médias et se fiaient davantage aux pigistes. Qu'est-ce que c'est, Jocelyn, vous qui avez une expérience de journaliste aussi, est-ce que c'est une solution viable, durable? Est-ce que c'est une façon convenable de couvrir la guerre? Bien, là, on pose un problème moral à ce moment-là. Et si les grands journaux retirent leurs journalistes qui, évidemment, ont la sécurité d'emploi, le salaire et tout, d'une zone de conflit, il n'y a rien qui interdit à un journaliste aventurier d'y aller et d'offrir son travail. Parce qu'après tout, c'est ça aussi le journalisme en zone de conflit, c'est accepter un certain nombre d'inconnus, accepter le danger et essayer d'informer la population du mieux qu'on peut. C'est évident qu'un journaliste pigiste ne peut pas vivre de 75 $ à chaque fois qu'il envoie un article, mais pour lui, c'est peut-être l'occasion aussi d'entrer dans les médias. Après avoir fait cet écolage assez brutal, ça lui permettra peut-être de joindre un grand média, si les grands médias engagent encore. Oui. Mais je pense qu'on peut pas l'ignorer, et c'est une décision très personnelle. À moins que le média décide de ne pas acheter ce que les pigistes font. C'est plus à eux que revient la décision, ultimement. La question morale, c'est eux qui se la posent, ultimement. Oui, mais effectivement, c'est que par opposition, les journalistes, par exemple, de la BBC, lorsqu'ils se déplacent dans des zones de guerre, ils sont accompagnés de gardes armés, puis souvent, vraiment, une grosse équipe de gardes armés. Alors, le journaliste pigiste qui s'en va là, puis il dit, bon, moi, je vais essayer de faire du matériel pour être diffusé dans les grands quotidiens. Il n'y a probablement pas l'argent pour se payer des gardes armés. Il n'y a pas non plus un système comme Radio-Canada. Vous savez que Radio-Canada a un système de géolocalisation. Lorsque les journalistes se déplacent, on sait exactement où ils sont. Alors ça, c'est quelque chose qui est nouveau, ça, dans toute la tiraille. Dans la logistique. Alors, si on est journaliste pigiste, on n'a pas accès à ce genre de propositions-là, si on veut, pour avoir un peu plus de sécurité. Alors, qu'est-ce que ça donne comme effet pervers? C'est qu'on va avoir souvent des gens qui vont agir de façon un peu plus... des aventuristes un peu plus, cowboy. Et ça crée un autre type de problème. Ça peut peut-être même soulever la question de la qualité de l'information aussi, parce que le journaliste pigiste, peut-être qu'il n'aura pas accès aux endroits où il devrait être pour couvrir vraiment le conflit, parce qu'il n'a pas toute la logistique, la protection nécessaire. Alors, voilà, les grands médias doivent absolument gérer cet inconnu-là. Tu touches un point intéressant parce que, bon, on se rappelle la célèbre maxime
ou phrase de Rudyard Kipling qui dit « La première victime de la guerre, c'est la vérité ». Voilà. Oui. Et puis, souvent, enfin, les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs des médias semblent se rallier à ça parce qu'il y a une crise dans les médias aussi, dans la légitimité des sondages qui rappellent de plus en plus que les médias, les journalistes n'ont pas vraiment la confiance des lecteurs. Donc, justement, si on se retrouve dans des zones de guerre avec un peu n'importe qui, si on veut, ça remet en cause encore davantage. On peut se demander, par exemple, toute la crise ukrainienne, on regarde comment elle s'est déroulée, comment elle a été couverte. Moi, j'ai une opinion personnelle là-dessus. Je trouve que les journaux ont trop souvent pris le parti du gouvernement ukrainien, ont très souvent diffusé l'information ukrainienne avant même qu'elle soit vérifiée. Et donc là, c'est pas qu'on cherche l'équilibre, parce que visiblement, les Russes, ils ont fait des choses absolument condamnables en Ukraine, mais il faut que les journalistes puissent poser le regard le plus objectif possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne dénonce pas le génocide en Syrie. Hein? Là, il y a des limites à l'objectivité. L'effet pervers, c'est que les journalistes qui sont seuls, qui sont des freelance, comme on les appelle, n'ont pas l'appui de médias aussi pour leur dire, écoute, dans telle région, il s'est passé ça aujourd'hui. Souvent, ils n'ont même pas accès à Internet dans des régions où ils se déplacent parce que c'est trop compliqué de le faire. Alors que si on est avec un gros média, les gens de la BBC, en général, sont très, très bien appuyés. Alors, moi, ce que je pense que ça va avoir comme effet pervers, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de matériel non vérifié. Il va y avoir de plus en plus de vidéos et de photos qui vont provenir. On ne saura pas si ça aurait été truqué ou manipulé par qui que ce soit. Et ça va encourager une certaine forme, je dirais, de cynisme aussi. On va dire, oh, ben là, dans le fond, est-ce qu'on peut vraiment croire à tout ça? Et l'effet recherché par les terroristes, c'est celui-là aussi. Alain Saunier, Jocelyn Coulon, merci beaucoup. Merci. Pas de quoi.